Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Aujourd'hui, nous allons encore partir très loin dans le temps. Nous allons rencontrer Zeuxis d'Héraclée. Il représente l'une des figures les plus fascinantes et emblématiques de l'art grec antique. Né vers 464 avant notre ère à Héraclée, situé dans le sud de l'Italie, ce peintre révolutionnaire a marqué l'histoire de l'art occidental par ses innovations techniques et son extraordinaire maîtrise de l'illusion picturale. Bien qu'aucune de ses œuvres n'ait survécu jusqu'à nos jours, sa réputation traverse les millénaires grâce aux témoignages enthousiastes d'écrivains antiques comme Pline l'Ancien, Plutarque et Cicéron. Ces sources nous permettent de reconstituer le portrait d'un artiste hors du commun, dont le talent exceptionnel a établi de nouveaux standards de réalisme dans la représentation picturale. L'importance de Zeuxis dans l'histoire de l'art ne peut être surestimée. Il incarnait l'apogée de la peinture grecque classique, une période où les artistes cherchaient à dépasser les conventions stylistiques archaïques pour atteindre une représentation de plus en plus naturaliste du monde visible. Ces œuvres s'inscrivent dans un mouvement plus large qui voyait les peintres grecs développer des techniques sophistiquées pour créer l'illusion de la profondeur, du volume et de la texture sur des surfaces bidimensionnelles. Cette quête du réalisme, dont Zeuxis fut l'un des champions les plus accomplis, allait influencer toute la tradition artistique occidentale pendant des siècles. Zeuxis vécut et travailla pendant une période extraordinairement riche de l'histoire grecque, contemporain de l'âge d'or d'Athènes sous Périclès. C'était une époque où la civilisation grecque atteignait des sommets remarquables dans tous les domaines de l'activité humaine, la philosophie avec Socrate et Platon, le théâtre avec Sophocle et Euripide, l'architecture avec la construction du Parthénon et la sculpture avec Phidias. Dans ce contexte culturel effervescent, la peinture connaissait également une évolution spectaculaire. Sa formation artistique reste partiellement mystérieuse, mais les sources antiques suggèrent qu'il aurait étudié auprès de Neuséos de Thasos ou peut-être de Damophile d'Himère. Ses maîtres lui auraient transmis les techniques fondamentales de la peinture grecque. Mais Zeuxis allait rapidement dépasser ses prédécesseurs par son innovation audacieuse. Il fit partie d'une génération de peintres qui comprenait également son grand rival Parrhasios, avec qui il entretint une compétition artistique légendaire qui stimula les progrès techniques de l'époque. Le contexte économique et social permettait à des artistes talentueux comme Zeuxis d'atteindre une prospérité considérable. Contrairement aux périodes antérieures où les artistes étaient considérés comme de simples artisans, l'époque classique voyait émerger la notion d'artiste comme créateur intellectuel. Les riches mécènes, les tyrans et les cités-États rivalisaient pour s'attacher les services des meilleurs peintres offrant des commissions lucratives. Zeuxis sut parfaitement naviguer dans cet environnement devenant suffisamment prospère pour, selon les récits, distribuer gratuitement certaines de ses œuvres, affirmant qu'aucun prix ne pouvait égaler leur valeur. L'apport technique majeur de Zeuxis à l'art de la peinture concerne principalement sa maîtrise révolutionnaire du clair-obscur, technique connue en grec sous le nom de skiagraphia. Cette méthode consistait à utiliser des gradations subtiles de lumière et d'ombre pour créer l'illusion du volume et de la profondeur sur une surface plane. Avant Zeuxis, les peintres grecs utilisaient principalement des aplats de couleurs avec des contours nets, produisant des images qui, bien qu'élégantes, manquaient de la tridimensionnalité que recherchaient les artistes de la période classique. En développant et perfectionnant le modelé par la lumière, Zeuxis permettait à ses figures de sembler littéralement émerger de la surface peinte. Cette illusion de relief était si convaincante que les observateurs avaient l'impression de pouvoir toucher les formes représentées. Les sources antiques rapportent que ces personnages semblaient posséder une présence physique palpable, comme s'ils occupaient un espace réel plutôt que pictural. Cette capacité à créer l'illusion de la vie constituait le summum de l'habileté
technique pour les artistes grecs. Outre le clair-obscur, Zeuxis aurait également innové dans l'utilisation de la couleur. Les témoignages suggèrent qu'il employait des tonalités plus riches et plus nuancées que ses prédécesseurs, créant des harmonies chromatiques sophistiquées qui ajoutaient à l'effet de réalisme. Il aurait expérimenté avec des mélanges de pigments pour obtenir des teintes subtiles, impossibles à réaliser avec les 4 couleurs traditionnelles utilisées par les peintres plus anciens. Cette palette élargie lui permettait de rendre avec plus de fidélité les variations de carnation humaine, les drapés des tissus et les effets atmosphériques. La composition constituait un autre domaine où Zeuxis excellait. Ses arrangements de figures dans l'espace pictural étaient réputés pour leur équilibre harmonieux et leur impact dramatique. Il savait diriger le regard du spectateur à travers la composition, créant des points focaux et des rythmes visuels qui rendaient ces scènes immédiatement compréhensibles et émotionnellement engageantes. Cette maîtrise de la composition narrative plaçait Zeuxis parmi les précurseurs de principes qui resteraient fondamentaux dans l'art occidental pendant des millénaires. Bien qu'aucune peinture de Zeuxis n'ait survécu, les descriptions détaillées laissées par les auteurs antiques nous permettent d'imaginer certaines de ses créations les plus célèbres. L'anecdote la plus fameuse concerne la rivalité avec Parrhasius, récit qui illustre parfaitement l'obsession grecque pour l'illusion mimétique. Selon Pline l'Ancien, lors d'un concours artistique opposant les 2 maîtres, Zeuxis présenta un tableau représentant des raisins peints avec un tel réalisme que des oiseaux vinrent tenter de les picorer. Confiant dans sa victoire, Zeuxis demanda alors à Parrhasius de retirer le rideau cachant sa propre œuvre. C'est à ce moment qu'il réalisa sa défaite. Le rideau lui-même était peint, tandis que Zeuxis avait trompé des oiseaux, Parrhasius avait trompé un artiste expert, démontrant ainsi une maîtrise supérieure de l'illusion. Zeuxis, reconnaissant noblement sa défaite, aurait déclaré que son rival méritait la palme, car lui avait trompé les oiseaux, mais Parrhasius l'avait trompé lui-même. Cette histoire, qu'elle soit authentique ou apocryphe, révèle l'importance cruciale accordée au réalisme illusionniste dans l'esthétique grecque de l'époque. Elle souligne également que la vraie mesure du talent d'un artiste résidait dans sa capacité à créer une illusion si parfaite qu'elle pouvait tromper même les observateurs les plus sophistiqués. Parmi les œuvres documentées de Zeuxis, sa représentation d'Hélène de Troie pour la cité de Crotone demeure la plus célèbre. Selon le récit transmis par Cicéron et d'autres, les habitants de Crotone commandèrent à Zeuxis une image de la légendaire beauté pour orner un temple. L'artiste demanda à voir les plus belles jeunes filles de la cité et en sélectionna 5, combinant ensuite les traits les plus parfaits de chacune pour créer son idéal de beauté féminine. Cette méthode, basée sur la sélection et la synthèse des meilleurs éléments observés dans la nature, illustrait la théorie platonicienne des formes idéales et devint un principe fondamental de l'esthétique classique qui influencera des générations d'artistes. Zeuxis aurait également peint un centaure avec sa famille, tableau décrit avec admiration par Lucien de Samosate. Cette œuvre démontrait non seulement sa virtuosité technique, mais aussi sa capacité à humaniser des créatures mythologiques, montrant le centaure mâle dans une scène domestique touchante avec sa compagne et leurs petits. La description souligne comme Zeuxis avait rendu la transition entre la partie humaine et équine du centaure avec une telle habileté que la figure semblait biologiquement plausible. Une anecdote rapporte que Zeuxis peignit un enfant portant des raisins et que des oiseaux vinrent encore une fois picorer les fruits. Cependant, l'artiste se déclara insatisfait, affirmant que si l'enfant avait été peint aussi parfaitement que les raisins, les oiseaux auraient eu peur de s'approcher. Cette histoire révèle non seulement son perfectionnisme exigeant, mais aussi sa compréhension sophistiquée de la psychologie, de la perception.
Enfin, une tradition veut que Zeuxis soit mort de rire en contemplant son propre tableau d'une vieille femme grotesque qu'il avait peint pour une riche cliente âgée. Cette mort ironique, causée par sa propre œuvre, ajoute une dimension tragique et pittoresque à sa légende. La philosophie artistique de Zeuxis s'inscrivait dans le cadre plus large de la mimésis grecque, concept central qui considérait l'art comme imitation de la nature. Cependant, comme le démontre l'anecdote de l'Hélène de Crotone, Zeuxis ne concevait pas l'imitation comme simple copie mécanique du réel, mais comme sélection et synthèse des éléments les plus parfaits de la nature pour créer une beauté idéale dépassant celle que l'on peut trouver dans le monde observable. Cette approche reflétait l'influence de la pensée philosophique contemporaine, particulièrement celle de Socrate et de Platon. Pour ces penseurs, le monde visible n'était qu'une manifestation imparfaite des formes idéales existant dans un royaume transcendant. L'artiste véritablement accompli ne se contentait pas de reproduire les apparences superficielles, mais devait percevoir et représenter l'essence idéale se cachant derrière les manifestations particulières. Zeuxis cherchait donc à capturer non pas simplement comment les choses apparaissent, mais comment elles devraient idéalement apparaître. Paradoxalement, cette quête de l'idéal passait par une observation méticuleuse et une représentation techniquement parfaite du réel, pour créer l'illusion convaincante qui permettrait au spectateur de transcender la surface matérielle du tableau et d'accéder à la vision idéale de l'artiste. Il fallait maîtriser tous les aspects du rendu réaliste. Volume, texture, couleur, lumière, c'est cette combinaison de réalisme technique et d'idéalisation conceptuelle qui caractérisait l'art de Zeuxis. L'artiste semble également avoir accordé une grande importance à l'éthos, le caractère ou la nature intérieure de ses sujets. Les descriptions antiques de ses œuvres soulignent souvent comment il réussissait à communiquer non seulement l'apparence intérieure, mais aussi la personnalité, l'émotion et l'état psychologique de ses personnages. Cette capacité à représenter la vie intérieure constituait une avancée majeure par rapport aux périodes antérieures de l'art grec, où les figures tendaient à avoir des expressions relativement neutres et stéréotypées. Zeuxis manifestait également une conscience aiguë de la distinction entre réalité et représentation. Les anecdotes sur les oiseaux trompés par ces raisins ne doivent pas nous faire croire qu'il considérait le trompe-l'œil comme fin ultime de l'art. Au contraire, ces histoires suggèrent qu'il comprenait que l'illusion picturale fonctionnait à différents niveaux de sophistication. Tromper des oiseaux démontrait une habileté technique, mais le véritable art résidait dans la capacité à communiquer du sens, de l'émotion ou de la beauté à un observateur humain conscient. L'influence de Zeuxis sur le développement ultérieur de la peinture occidentale s'avère immense. Bien qu'indirecte en raison de la disparition complète de ses œuvres originales, ces innovations techniques, particulièrement dans le domaine du clair-obscur et du modelé, établirent des standards qui demeurèrent des objectifs pour les peintres pendant des siècles. Dans l'Antiquité immédiate, son style influença profondément la peinture hellénistique, période où les artistes poursuivirent et développèrent sa quête du naturalisme illusionniste. Les peintures murales de Pompéi et d'Herculanum, bien que créées plusieurs siècles après Zeuxis, montrent l'héritage persistant de ces innovations. Les fresques romaines, avec leurs figures modelées par la lumière et l'ombre, leur composition spatiale sophistiquée et leurs effets de trompe-l'œil, perpétuaient la tradition technique qu'ils avaient contribué à établir. Après l'effondrement du monde antique et la perte des techniques picturales sophistiquées durant le Moyen-Âge, la Renaissance italienne redécouvrit Zeuxis à travers les textes classiques. Les humanistes et les artistes de cette période considéraient l'Antiquité grecque et romaine comme un âge d'or culturel à imiter et à égaler. Les anecdotes sur Zeuxis, transmises par Pline et d'autres auteurs latins, devinrent des éléments centraux de la théorie artistique renaissante. Léon Battista Alberti
dans son traité fondamental de Pictura, en 1435, cite explicitement l'histoire de l'Hélène de Crotone comme exemple de la méthode idéale pour atteindre la beauté dans l'art. Cette validation théorique des pratiques de Zeuxis par l'un des principaux théoriciens de la Renaissance assura que ces principes influenceraient des générations de peintres européens. Les maîtres de la Renaissance, cherchant à recréer le naturalisme de l'art antique décrit dans les textes, développèrent des techniques de perspective, de modelé et de composition qui s'inscrivaient directement dans la lignée des innovations de Zeuxis. Léonard de Vinci, Michel-Ange et Raphaël, bien qu'ils n'aient jamais vu une œuvre originale de Zeuxis, travaillaient néanmoins dans une tradition technique qui remontait directement à lui. L'anecdote de la compétition entre Zeuxis et Parrhasius devint un topo récurrent dans la littérature artistique, cité et discuté par d'innombrables théoriciens comme illustration des capacités et des limites de l'art imitatif. Elle inspirait les débats sur la nature de l'illusion artistique, la relation entre art et réalité, et les objectifs appropriés de la représentation picturale. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'académisme européen continua à regarder vers les maîtres grecs anciens comme modèle ultime. Les académies d'art enseignaient les principes de sélection et d'idéalisation illustrés par la méthode de Zeuxis pour créer l'Hélène de Crotone. L'idée qu'un artiste devait observer de multiples exemples naturels et synthétiser leurs meilleures qualités devint un principe pédagogique fondamental. Même à l'époque moderne, alors que l'art s'éloignait du réalisme illusionniste pour explorer l'abstraction et d'autres modes d'expression, Zeuxis demeurait une figure référentielle. Les discussions sur la nature de la représentation artistique continuaient à invoquer les anecdotes classiques sur ses prouesses techniques. Le trompe-l'œil, genre spécialisé explorant les limites de l'illusion picturale, se réclamait directement de la tradition initiée par Zeuxis. La carrière de Zeuxis illustre également l'évolution du statut social de l'artiste dans le monde grec antique. Contrairement aux périodes archaïques où les artistes étaient considérés comme de simples artisans sans statut social particulier, l'époque classique vit l'émergence d'artistes individuels célèbres, reconnus pour leur génie, créateurs et rémunérés en conséquence. Zeuxis fut parmi les premiers peintres à accumuler une fortune considérable grâce à son art. Les sources rapportent qu'il était si riche qu'il apparaissait aux Jeux Olympiques vêtu d'un manteau brodé de lettres d'or formant son nom. Démonstration ostentatoire du succès qui aurait été impensable par un artiste des générations précédentes. Cette prospérité n'était pas seulement le résultat de son talent exceptionnel, mais aussi de sa compréhension avisée de la valeur marchande de son œuvre et de sa capacité à négocier avec des clients puissants. Ses principaux mécènes incluaient des tyrans, des cités-États riches et des sanctuaires prestigieux. Ses commissions publiques contribuaient non seulement à sa fortune, mais aussi à sa renommée, car ses œuvres monumentales dans des lieux publics étaient vues par des milliers de personnes. La commande de l'Hélène de Crotone, par exemple, était destinée à un temple, assurant que l'œuvre serait admirée par les pèlerins et les visiteurs pendant des générations. Zeuxis semble également avoir été conscient de la valeur de sa marque personnelle. Les récits, selon lesquels il donnait parfois ses œuvres gratuitement, déclarant qu'aucun prix ne pouvait égaler leur valeur, fonctionnaient comme une stratégie de marketing sophistiquée. En se plaçant au-dessus des considérations mercantiles ordinaires, il renforçait sa réputation de génie artistique dont les créations étaient inestimables. Ce positionnement élitiste augmentait paradoxalement la demande pour son travail et les sommes que les clients étaient prêts à payer. La relation entre Zeuxis et ses clients n'était pas celle d'un simple fournisseur de services, mais plutôt une collaboration entre égaux. Les sources suggèrent qu'il avait la liberté créative de déterminer comment exécuter ses commissions et qu'il était suffisamment respecté pour que ses décisions artistiques ne soient pas contestées.
Cette autonomie créative, rare pour l'époque, reflétait la reconnaissance croissante que l'art véritable nécessitait la vision unique d'un créateur individuel talentueux. Son succès ouvrit la voie à d'autres artistes pour revendiquer un statut social et une rémunération similaire. La notion que les plus grands artistes méritaient non seulement une compensation financière généreuse, mais aussi le respect intellectuel normalement réservé aux philosophes et aux poètes, commença à prendre racine durant cette période, en partie grâce aux exemples de figures comme Zeuxis. La conception que Zeuxis avait de la beauté mérite une exploration approfondie, car elle reflétait et influençait les notions esthétiques grecques classiques. Sa méthode pour créer l'Hélène de Crotone en synthétisant les traits de plusieurs modèles incarnait une théorie sophistiquée de la beauté comme harmonie mathématique et proportion parfaite. Cette approche supposait que la beauté n'était pas arbitraire ou subjective, mais obéissait à des principes objectifs découvrables. En observant de multiples exemples et en identifiant leurs caractéristiques les plus parfaites, l'artiste pouvait construire une représentation qui dépassait les limitations d'un quelconque modèle individuel. Cette idée s'alignait avec la pensée mathématique pythagoricienne qui voyait l'univers comme structuré par des rapports numériques harmonieux et avec les théories platoniciennes des formes idéales. Cependant, cette idéalisation posait également des questions philosophiques complexes. Si l'art représentait une beauté idéale n'existant nulle part dans le monde réel, quelle était sa relation avec la vérité? Était-il plus vrai que la réalité imparfaite parce qu'il capturait l'essence idéale, ou moins vrai parce qu'il s'écartait de l'apparence réelle des choses? Ces débats, stimulés par les pratiques d'artistes comme Zeuxis, occupèrent les philosophes pendant des siècles. La beauté que recherchait Zeuxis n'était pas seulement formelle, mais aussi expressive. Ces figures ne devaient pas simplement posséder des proportions parfaites, mais aussi communiquer grâce, dignité et présence émotionnelle appropriée. Cette dimension expressive ajoutait une couche de complexité supplémentaire à sa pratique artistique, car elle nécessitait non seulement une maîtrise technique, mais aussi une sensibilité psychologique. Les canons de beauté qu'il contribua à établir exercèrent une influence durable sur l'art occidental. L'idée que le beau résultait de proportions harmonieuses et d'une sélection judicieuse des meilleurs éléments observables devint un principe académique standard, enseigné dans les écoles d'art pendant des millénaires. Cette normativité esthétique eut bien sûr ses critiques, particulièrement à l'époque moderne, mais sa longévité témoigne de son pouvoir persuasif. Beaucoup des sujets peints par Zeuxis provenaient de la mythologie grecque, reflétant l'importance centrale de ces récits dans la culture hellénique. Ces représentations de figures mythologiques ne servaient pas simplement d'illustration décorative, mais fonctionnaient comme méditation visuelle sur les thèmes fondamentaux de l'existence humaine explorés par ces mythes. Son Hélène de Troie, par exemple, n'était pas qu'un exercice de représentation de la beauté féminine. Hélène incarnait dans la mythologie grecque le pouvoir destructeur de la beauté. La femme dont la perfection physique avait provoqué la guerre de Troie et la destruction de civilisations entières. En peignant Hélène, Zeuxis s'attaquait à un des archétypes les plus chargés émotionnellement de la culture grecque, tentant de visualiser une beauté si extraordinaire qu'elle justifiait toutes les catastrophes qu'elle avait causées. Sa représentation du centaure avec sa famille humanisait une créature traditionnellement associée à la bestialité et au chaos. En montrant le centaure dans un contexte domestique affectueux, Zeuxis explorait les tensions entre nature, animal et civilisation humaine, thème récurrent dans la pensée grecque. Cette capacité à infuser du pathos et de l'humanité dans des sujets mythologiques témoignait de sa sophistication narrative.
Les œuvres religieuses commandées par des temples et des sanctuaires possédaient également une dimension culturelle importante. Elles ne servaient pas simplement à décorer ces espaces sacrés, mais fonctionnaient comme points focaux de dévotion, interface visuelle entre le domaine humain et le divin. La qualité exceptionnelle de ces peintures reflétait la croyance que les dieux méritaient les offrandes les plus parfaites que les humains pouvaient créer. Cette fonction religieuse ajoutait une responsabilité éthique à la pratique artistique de Zeuxis. Ces représentations des dieux et des héros mythologiques devaient être appropriées et dignes, capturant non seulement leur apparence physique, mais aussi leur statut moral et spirituel. Cette exigence poussait l'artiste vers l'idéalisation, car les êtres divins ne pouvaient être représentés avec les imperfections de la chair mortelle ordinaire. 25 siècles après sa mort, Zeuxis demeure une figure fascinante de l'histoire de l'art occidental. Paradoxalement, malgré la disparition totale de ses œuvres matérielles, son influence et sa réputation ont traversé les millénaires. Cette survie tient à plusieurs facteurs. D'abord, les anecdotes colorées sur sa vie et son art possédaient une qualité narrative irrésistible, qui assurait leur transmission de génération en génération. L'histoire de sa compétition avec Parasus, celle de l'Hélène composée de plusieurs modèles, et même le récit de sa mort comique créait une mythologie personnelle qui captivait l'imagination. Ces histoires fonctionnaient comme des paraboles sur la nature de l'art lui-même, enseignant des leçons sur l'illusion, l'idéalisation et la relation entre art et réalité. Ensuite, Zeuxis incarnait un moment crucial dans l'évolution de la pratique artistique occidentale. La transition vers un art fondé sur l'observation naturaliste et la maîtrise technique du rendu illusionniste. Même si ses œuvres spécifiques ont disparu, les principes qu'il développa et popularisa sont devenus des fondations de la tradition picturale européenne. Chaque fois qu'un artiste utilise le clair-obscur pour modeler une forme ou sélectionne et combine des éléments observés pour créer une composition idéale, il travaille dans une tradition remontant directement à Zeuxis. Sa carrière illustre également comment l'art et les artistes acquirent un nouveau statut dans la société occidentale. Le passage de l'artisan anonyme au maître célèbre et prospère, reconnu pour son génie créatif individuel, représente un développement culturel majeur dont Zeuxis fut l'un des premiers exemples éclatants. Cette élévation du statut de l'artiste rendit possible toute la tradition ultérieure de grands maîtres individuels qui dominent l'histoire de l'art occidental. Pour les historiens de l'art moderne, Zeuxis pose des défis méthodologiques fascinants. Comment étudier un artiste dont aucune œuvre n'a survécu? Comment évaluer les témoignages littéraires qui mélangent souvent observation factuelle, exagération rhétorique et invention pure? Ces questions forcent une réflexion sur la nature de l'histoire de l'art elle-même et sur comment nous construisons des récits sur le passé artistique à partir de preuves fragmentaires. Zeuxis nous rappelle également que l'art transcende ses manifestations matérielles. Bien que ses peintures physiques aient disparu il y a des millénaires, les idées qu'il incarnait, les innovations qu'il introduisit et les conversations qu'il inspira continuent à résonner. En ce sens, son art existe encore non sous forme d'objets matériels, mais comme présence vivante dans la tradition intellectuelle et pratique de l'art occidental. Finalement, méditer sur Zeuxis nous confronte aux grandes questions intemporelles sur l'art lui-même. Qu'est-ce que l'imitation? Quelle est la relation entre art et vérité? La beauté peut-elle être objectivement définie ou est-elle culturellement relative? Quelle est la valeur de l'illusion technique par rapport à l'expression émotionnelle? Ces interrogations auxquelles l'œuvre de Zeuxis donnait des réponses particulières demeurent pertinentes pour quiconque s'intéresse sérieusement à l'art. Le peintre d'Héraclée incarne donc bien plus qu'un simple moment historique dans le développement de la peinture grecque antique. Il représente une constellation d'idées sur ce que l'art peut et devrait être. Idées qui ont façonné la pratique artistique occidentale pendant des millénaires
et continue à informer nos débats contemporains sur la nature et le but de l'art visuel. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et à bientôt.